Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Salif Koné, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Mohamed Kadami, juriste. Et tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la possible modification de la Constitution en Éthiopie. Des réformes très attendues. Voilà 3 ans qu'Oromo et Amara expriment leur colère, l'expression d'une frustration de ces deux ethnies majoritaires du pays qui s'estiment marginalisées par le pouvoir central, donc dirigé par la minorité tigraine, ethnie accusée d'avoir la main mise sur les affaires de l'État et de détenir les postes clés du gouvernement, mais aussi au sein des forces de sécurité. Écoutez l'analyse de Mohamed Li, président de l'IPOD, l'innovation technologique et politique. Les défis, ce seront des défis de réforme. Est-ce que Abiy Ahmed pourra faire les réformes qu'on attend de lui, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, aussi permettre les meilleures répartitions des retombées économiques dans ce pays, prendre en charge tous les besoins de la jeunesse en Éthiopie, c'est quand même le 2e pays le plus peuplé d'Afrique, et aussi il y a une façon de diriger de l'EPRDF qui a des tendances autocratiques qu'il faudra revoir. Donc il a un grand défi. Nous pensons qu'il peut être à la hauteur sur la stabilité. Il n'y a pas de problème. Son parcours et même on peut dire les rôles qu'il a eus dans l'État peuvent le permettre. Il a été dans les renseignements. Il a mis en place l'agence de renseignement sur l'informatique. Maintenant, le pari le plus dur, ce sera le pari de réconcilier 80 ethnies en Éthiopie. C'est quand même une diversité énorme. C'est de décorréler la politique en Éthiopie de cette organisation ethnique et régionale, faire revenir et faire renaître une nation. Alors le fédéralisme ethnique, Mohamed Kadami, a permis, en tout cas au sortir du régime du Derg, donc au début des années 90, de stabiliser ce pays. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est un modèle de gouvernement qui commence à montrer ses limites. Oui, d'abord, il faut quand même faire remarquer, à la suite de la chute de Mengistu, le TPLF, c'est-à-dire le Front populaire de libération des Tigrés, dont le programme initial était d'avoir l'indépendance des Tigrés. Et à un moment donné, ils ont vu que le pays tout entier pouvait tomber dans leurs mains. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont un peu fait à la hâte, c'est qu'ils ont appelé cette fédération EPRDF. C'est-à-dire en y adjoignant les Oromo, les Amara, les Somalis, les Afars et les Benishangul, enfin... Tout en sachant que ce sont les Tigréens qui ont véritablement la main mise Absolument. sur c'est eux qui ont pris la coalition, qui ont été donc à l'avant-garde de la prise du pouvoir d'Addis Abeba, et c'est eux qui ont fait la conférence de Londres et ensuite la conférence d'Addis Abeba. Il faut ajouter à cela aussi le fait que l'Éthiopie ne laisse pas indifférent les pays occidentaux. Ça a toujours été un peu leur enfant, c'est-à-dire leur prolongement un peu dans cette région. Ce qui fait qu'à l'époque, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et y compris la Russie, et donc il y a eu un consensus pour dire que l'Éthiopie devait rester en l'État, et donc il fallait donner la clé finalement de ce pays-là au TPLF qui était la force émergente. Et en même temps, ils ont organisé avec le TPLF la sécession, ou en tout cas l'indépendance de l'Érythrée. Voilà, c'est-à-dire toute la façade maritime de l'Éthiopie était indépendante. Ce qui fait que l'Éthiopie se retrouvait à l'époque avec 80 millions d'habitants, sans aucune façade maritime, et donc enclavée, et dirigée par une minorité, les Tigréens. Alors, les Tigréens avaient la possibilité d'élargir leur base sociale, de permettre à toutes les communautés de diriger ces pays-là. Et tout le monde, comme il y avait eu un point de fer de Mengistu, il y avait une espèce d'état de grâce pour le TPLF. Ce qu'ils n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire, ils sont accaparés du pouvoir. Et non seulement politique, économique
sécuritaire. Tout est entre leurs mains. Et donc, finalement, les fédérations ethniques a été qu'une façade qui a permis la domination d'une minorité. C'est-à-dire que les autres États, c'est-à-dire les Amaras, les Oromo, les Somalis, les Afars, les Bénishangul, n'avaient pas autant de pouvoir que celle-là. Et ce qui s'est passé, c'est que les deux communautés les plus importantes, c'est-à-dire les Amaras et les Oromo, se sont repentis depuis 2015. Il y a eu pas mal de morts, il y a eu des centaines de morts, des milliers d'arrestations. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où il fallait sortir de cette guerre civile, finalement. Oui, alors voilà, ces événements, on en a parlé à de nombreuses reprises sur ce plateau. Alors les Amaras, 30,2% de la population éthiopienne, les Oromo, 32,1% de la population, mais vous l'avez dit, des ethnies finalement marginalisées. On peut parler d'une société inégalitaire éthiopienne, Salif Koné? Oui, on arrive toujours les mêmes effets que vous prenez sur l'étendue du continent. On arrive toujours sur le partage du pouvoir, sur l'ouverture après une victoire, sur la richesse. Donc on se rend compte qu'on a une minorité qui est au pouvoir, qui a combattu légitimement, qui a pris le pouvoir, mais qui s'est institutionnalisée avec l'armée d'un côté, qui avec un dôme de fer qui martèle les autres peuples, les autres populations, qui refusent de partager le pouvoir, ce qui nous donne à peu près plus de 10 000 de ces populations qui sont en exil dans les pays limitrophes, ce qui sont des dangers potentiels aussi, et qui peuvent revenir aussi sous d'autres formes avec le djihadisme et ce qu'on sent, parce qu'ils sont manipulés, ils sont victimes, ils sont utilisés à des fins pour récupérer une partie des richesses selon les différents renseignements qu'on a. Donc je pense que le Premier ministre aujourd'hui qui vient d'arriver aura vraiment un levier de manœuvre assez étroit. Est-ce qu'il serait capable aujourd'hui de donner cette bouffée d'oxygène aux autres sans que les conservateurs et l'armée ne lui tapent sous les doigts pour faire respecter les accords qui avaient été décidés depuis quelques années, que c'est l'armée qui doit aujourd'hui décider pour tous les changements concernant l'organisation de ces pays, de ces populations-là. Alors, Monsieur Kadami, vous l'avez dit, les Tigréens sont toujours au pouvoir, ils dominent largement la vie politique et la société de manière générale éthiopienne. Est-ce que la marge de manœuvre du Premier ministre Abiy Ahmed n'est pas quelque peu réduite avec cette la vieille garde, la vieille garde donc, du parti qui demeure toujours au pouvoir? Je crois que c'est la question qu'on se pose un peu partout actuellement. Et Abiy Ahmed Ali, il bénéficie quand même d'un état de grâce. Parce que la situation était devenue tellement intenable, et pour les uns et pour les autres, que ce monsieur qui est finalement sorti du sérail du pouvoir, mais qui en même temps, qui est Oromo, là où par exemple les différentes difficultés ont eu lieu, où les différents affrontements ont eu lieu, et que en tant que personnalité, tout le monde enfin dit que c'est une personnalité compétente, ouverte. Et au niveau des personnalités, il n'y a aucun problème. Mais tout le monde se pose la question dans quelle mesure il peut avoir une marge de manœuvre. Alors là, depuis son accession au pouvoir, il a fait des ouvertures. Il a fait des discours très conciliants. Il a fait des discours sur la paix. Il a fait des voyages. Il a été dans la région Somalie, où les Oromo et les Somalis s'étaient fait la guerre. Il est parti dans la région de Bénishangul. Il est parti dans les pays voisins à Djibouti et au Soudan. Il est parti dans la région Amara, Tigré. Alors, il y a une partie de l'opposition qui dit qu'il faut lui donner le temps, il faut lui laisser le temps. Mais il y a aussi une autre partie qui dit qu'il n'a pas de marge de manœuvre, comme vous l'aviez posé la question, il n'a pas de marge de manœuvre. Et certains disent même que c'est quelqu'un qui fait un peu de théâtre pour les perdre. Bon, moi, de mon point de vue personnel, je crois que effectivement c'est quelqu'un qui a été élu malgré les votes hostiles des TPLF. C'est-à-dire qu'il a bénéficié du soutien des Amaras et des Oromo. Par contre, tous les députés tigréens ont voté contre lui. Donc c'est quelqu'un qui est sorti finalement, mais une fois qu'il est sorti, aujourd'hui il essaye
de faire des démarches. Il a même fait une déclaration où il dit qu'il voulait faire la paix avec l'Érythrée. Et donc, il y a actuellement, tout le monde est dans le wait and see, c'est-à-dire il attend, et un certain nombre des organisations, quand même, lui donnent le temps de terminer, ou en tout cas de faire, comme dirait celui qui parlait à la télévision tout à l'heure, pour faire quelques réformes qui vont dans le sens de la conciliation ou de la réconciliation. Mohamed Ly, Mohamed Ly, c'est l'intervenant donc qui nous a expliqué un petit peu ce qui se passait en Éthiopie et ces réformes donc attendues par les Oromo et les Amara. Salif Koné, vous y croyez, vous, à une réforme de la Constitution? Je pense que c'est possible, mais ça ne doit pas se limiter aux problèmes que de l'Éthiopie. Je pense qu'on doit essayer de voir les chefs d'État dans cette région aujourd'hui qui est très instable, parce qu'on a des pays limitrophes qui sont en guerre depuis des années, qui sont avec le terrorisme. Donc si vraiment on veut essayer de stabiliser cette zone, il faudrait qu'on essaie de mutualiser les efforts pour soutenir les politiciens qui sont capables... Alors là, il s'agit de réformer une constitution, donc voilà. C'est un problème très d'Éthiopiens. Mais il faut vraiment beaucoup d'influence extérieure pour stabiliser, pour accompagner cet homme-là qui sort malgré lui, comme le camarade l'a dit, des griffes des conservateurs, qui sont les députés, qui sont l'armée, et lui qui a donné vraiment un discours fédérateur pour essayer d'apporter des solutions, pour essayer d'assouplir un peu cette violence qui règne dans cette partie du continent, et que l'Union africaine aussi doit jouer son rôle. Elle doit avoir aussi un poids vraiment dans la politique de certains pays, avec cette doctrine-là, pour essayer d'imposer de sa voix pour les Africains qui sont capables, les politiciens qui sont capables d'apporter des solutions pour leur population. Mohamed. Il ne faudrait pas rester sur cette espèce d'hypocrisie de l'Union africaine, comme on le voit surtout avec des pays comme le Togo, quand on le voit au Gabon, quand on le voit dans certains pays en Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, l'Union africaine doit se positionner, parce qu'on arrive avec une génération d'Africains aujourd'hui qui en a vraiment ras la casquette de ces chefs d'État de façade qui affaiblissent les pays, qui appauvrissent les populations et qui les martyrisent à longueur de journée. Aujourd'hui, je pense que les Africains ont pris conscience des enjeux sur l'avenir et se positionnent de façon claire sur la politique intérieure de leur pays. Alors, voilà, une citation. Je considère ma démission comme inévitable pour permettre de mener les réformes qui établiront une paix durable et la démocratie. C'est comme cela que l'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn avait justifié son départ à la tête du gouvernement éthiopien. Cela a montré qu'il y a des dissensions au sein de la coalition, véritablement. Oui, il y a une vraie, presque une coupure au sein de la coalition. Actuellement, les Amara et les Oromo, pour le moment, sont d'accord. Et les Tigriens sont presque seuls avec les populations du Sud. Et actuellement, les TPLF veulent aussi mettre dans la coalition les Afars et les Somalis et les Benchangul, parce qu'ils veulent les avoir un peu comme des alliés face aux Oromo et aux Amara. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, tout le monde a intérêt à ce que ces messieurs-là réussissent. Les Tigriens aussi ont intérêt à ce que cela réussisse. Parce que sinon, on n'est pas devin, mais ça peut être une déflagration de l'Éthiopie. Une déflagration de l'Éthiopie, c'est pas le Gabon, c'est pas le Comore, c'est pas Djibouti. Ça va avoir un impact sur toute cette région-là. Et donc, tout le monde aujourd'hui a intérêt à ce que cette crise-là, c'est une véritable crise qui s'est passée, qu'on sorte vraiment avec une solution. Et cette gérance, cette gouvernance depuis 1991 par les TPLF ne peut plus se faire. C'est terminé, ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, les TPLF aussi ont intérêt à accompagner cette nouvelle phase. Alors, de là
à parler aujourd'hui, dès aujourd'hui, à parler de révision constitutionnelle. Je pense que c'est un peu trop tôt, mais toujours est-il, il faut que ce soit le fruit des consensus de cette population, en tout cas de ces organisations. Quand même, ça fait 107 millions d'habitants. Ce n'est pas rien dans cette région-là. Et donc, tout le monde aujourd'hui a intérêt. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est des voisins de l'Éthiopie. On est les premiers, peut-être, à avoir intérêt à ce que cette crise-là ne perdure pas et que cette guerre civile, finalement, il y avait à un moment donné quand même des guerres qui ont fait quand même des centaines des victimes, des populations civiles. Enfin. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, comme le disait notre ami Koné, je pense qu'on a intérêt à encourager cette sortie des crises. Et comme la personne d'Ahmed Abiy aujourd'hui est, pour le moment, en tout cas, il n'a pas fait de faux pas, il faut l'encourager et après on verra. Salif Koné. Alors moi, pour aller dans ce sens, on a vu que depuis l'arrivée du Premier ministre, on s'est rendu compte que les réfugiés, l'afflux des réfugiés aux frontières ont cessé. Hein. Donc on voit que les Oromos attendent beaucoup du nouveau Premier ministre. Et comme le camarade l'a dit, cette population qui est minoritaire aujourd'hui, qui tient les rênes du pouvoir, a intérêt pour la suivi de son groupe ethnique, pour la suivi de la région, à mettre de l'eau dans son vin. Parce que si on arrive à une guerre civile, elle ne va pas se limiter qu'à l'Éthiopie. Je pense que c'est toute la région dans laquelle qui va s'embraser et les conséquences vont être vraiment très dommageables pour les Africains. Donc je pense que nous devons accompagner, nous Africains, quelqu'un qui veut essayer de changer les choses, parce que avant de changer la Constitution, qui est vraiment le socle de la démocratie là-bas, il y a des jeux politiques, il y a des chefs de tribus qu'il faut aller voir, manœuvrer avec vraiment beaucoup de justesse, voir les frères voisins qui ont de l'influence aussi, pour essayer d'avoir une négociation vraiment souterraine, comme on le dit, pour arriver à une solution vraiment démocratique, pour que ces populations-là puissent revenir, dans leur pays, parce que c'est 10 millions de réfugiés, qui représentent pour certains pays la totalité d'un pays, donc qui sont aux frontières de certains États qui déstabilisent ces pays-là. La preuve, quand vous regardez, même en Europe ici, ne serait-ce qu'avoir 1 million de déplacés, c'est toute l'Union européenne qui s'est mise en branle pour essayer dedans. Donc imaginez-vous 10 millions de populations qui sont aux frontières du Kenya, ce que ça peut représenter comme révolte, ne serait-ce que pour les Kenyans qui habitent à ces frontières-là, arrivé à un certain moment, ils peuvent aussi avoir un ras-le-bol et puis dégénérer aussi dans la violence pour repousser ces populations vers les terres. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous, Salif Koné. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Mohamed Kadami, un grand merci à vous. Merci pour votre expertise sur l'Éthiopie. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci à vous. Merci. Merci et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée. Merci à vous. Merci.